Bonjour à toutes et tous, merci encore une fois d'être présents pour cette dernière séquence de la journée ici à l'Amphi-Maupertuis pour ce festival Quai des Bulles 2023. Nous avons eu le plaisir de vous présenter L'Impératrice des Forêts, le film écrit et réalisé par Mai et Julia Bwingok, tourné pendant leurs années d'études en école de cinéma à Varsovie. Première question pour toutes les deux, et donc pour Séverine aussi qui nous rejoint, Séverine qui était technicienne et qui a participé à la réalisation du film. Nous avons parlé du fait que vous étiez étudiante, mais dites-nous-en un petit peu plus. Dans quelles conditions est-ce que vous avez réalisé ce film? Comment est-ce que ça s'est passé sur ces 5 années qu'a pris le tournage? Maï ou Julia? Bonjour, moi je suis Julia. La question... Par exemple, pour ce qui est de vos actrices, de vos acteurs, comment est-ce que vous les avez réunis? Qui sont-ils? Ah, d'accord. Comme c'était un film d'étudiants, c'était des amis. Alors du coup, on s'est dit, ouais, peut-être on va jouer, on va faire semblant de faire un film. Au début, on faisait semblant de faire un film. Et on a fait une scène, parce qu'il y avait une neige, on ne la voit pas cette scène ici. Et j'ai pris mes copines, mes amies, et on a fait une petite scène, on a fait semblant qu'on fait un film avec Chris de Valnor. Et c'est là que ça a commencé. On a fait ce petit film, on l'a mis à YouTube, et c'était une blague en fait. Et après cette blague, il y a tout le monde qui a dit « Ouais, c'est bien, j'aimais bien, est-ce qu'on continue ?» Et après avoir vu ce petit film dans YouTube, il y a Rosinski qui nous a téléphoné. D'abord, il nous a écrit un texto. Et en fait, moi, j'ai eu super peur parce que j'avais peur des droits d'auteur, que en fait, j'ai le problème de droits d'auteur. Alors, j'ai tout cassé dans YouTube, partout. J'ai tout cassé, tous les petits films que j'avais mis. Et j'avais trop peur. Je croyais que j'allais aller en prison parce que j'avais pas d'argent pour payer le... Comment ça on dit en français, là, les personnes, les droits d'auteur. Et on a pris rendez-vous avec Rosinski, il m'a téléphoné. Il a dit « Ouais, c'est super ce que tu as fait. » Et j'ai dit « Waouh !» Et en fait, il ne voulait pas me mettre en prison. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, mais bon. Très bien, donc pour rappel, Grzegorz... Alors, en France, nous dirons Rosinski, vous aurez constaté qu'en polonais, ça ne se prononce pas tout à fait de la même façon. Co-créateur, évidemment, de Torgal avec Jean Van Hamme. D'ailleurs, une fois que vous avez eu ce premier rendez-vous, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous avez écrit un premier scénario? Et étant donné le temps dont vous disposiez, comment vous vous êtes organisé pour tourner? En fait, je me rappelle, c'était au printemps et le tournage il était en été. Et Séverine devait venir nous voir. Puis on s'appelle et on dit « Hey Sève, on a une petite idée de projet là, est-ce que tu peux venir ?» Et Séverine, elle a trouvé son petit billet d'avion. Et du coup, on écrivait un petit peu le scénario en même temps qu'on filmait. Et on n'avait que quelques jours, on avait quelques scènes en fait. Donc au début, c'était un peu de l'improvisation. Mais au fur et à mesure, on s'est dit, on s'amusait très bien. En fait, c'était des vacances pour nous. On faisait ça pour se faire plaisir. Mais on était trop bien dedans, on se sentait trop bien, on était une superbe équipe, c'était que des amis. Et du coup, on s'est dit, mais non, mais on fait tout le film. On ne va pas faire que 2-3 scènes, ça ne sert à rien. Et du coup, pendant ces 5 années, on voyait qu'il y a le temps. Et puis, on improvisait, puis on faisait des scènes suivantes. Du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, dans une scène, Dervan, l'acteur, il a 27 ans, et dans la même scène, une seconde après, il en a 32. Voilà. Oui, encore, parce que les circonstances. Je crois que c'est aussi intéressant d'avoir d'imaginer, d'avoir en tête. Voilà, merci d'imaginer qu'au début,
on vivait tous dans de la boue parce qu'on n'avait pas d'argent, mais d'un autre côté, on voulait que le film il soit un film de costume. Et on voulait que ça soit vraiment dans la forêt. Alors tu te rappelles Séverine ? Tu te rappelles ? Et le début, et la seule chose, on était tout le temps dans la boue, tout le temps il pleuvait pas, on était dans la boue. Et la seule chose précieuse qui n'était pas dans la boue, qui était vraiment comme une chose précieuse, c'était la caméra en fait. Mais tous, on était tous sales, tout sales. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les acteurs aussi ils sont sales et l'équipe aussi elle était sale. C'est pas que les acteurs qui étaient sales, on était tous dans la boue. Et je me rappelle qu'on avait aussi des problèmes avec le manger parce que comme on était dans la forêt, on habitait dans la forêt et pour faire des achats, il faut aller loin. Et je me rappelle, tu te rappelles quand Travnik il avait faim, il n'en pouvait plus, il a mangé notre poisson. Et on avait le poisson là qui est dans le film et on a fait couper, on avait tout faim parce qu'on mangeait pas trop bien, mais on mangeait pas trop bien parce qu'on voulait pas manger, c'était pas parce qu'on était et Travnik, et ben en fait on a fait une petite pause et il a mangé le poisson mais on n'a pas fini la scène. Tu te rappelles de ça Séverine? Non, c'est des petits trucs comme ça qu'on avait, les circonstances ils étaient dures au début. Et ce qui se passe c'est qu'on est allé chercher un poisson qui était congelé pour pouvoir le mettre en accessoire sur le décor. Et ça, je me souviens aussi qu'on avait fait des kilomètres pour trouver un poisson congelé. Et je te rappelle la flèche qu'on a cherchée après. Ouais, moi je me souviens qu'on n'avait pas de sous et qu'on était tout le temps à bout, qu'on avait froid et que je trouvais des billets d'avion pas chers pour venir vous rejoindre. Voilà. Vous aussi passez des bonnes vacances agréables au soleil dans les forêts polonaises. On va, avant de reparler un peu du film, on va rester quelques secondes sur ce qui nous intéresse encore plus particulièrement ce week-end, à savoir l'univers de Torgal, l'univers qui a inspiré ce film. En France, Torgal est pour nous une référence culturelle, mais on imagine assez peu Roszyński et cette œuvre. Comment est-ce qu'elle est connue en Pologne? Comment est-ce que vous deux, vous l'avez connue? Est-ce que c'est par la bande dessinée en polonais ou est-ce que c'est par la bande dessinée française? En fait, on a vécu 10 ans en France, donc il y a 30 ans, et 40 ans. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est notre enfance, Torgal. On adorait ça quand on était petite. Mais en Pologne, la BD, tout ce monde-là, malheureusement, il n'est pas aussi développé. La culture, elle n'est pas aussi... par rapport à la BD, malheureusement, ce n'est pas aussi développé. Du coup, même si Roszyński, il est polonais, pas beaucoup de gens, en fait, connaissent ce monde. Donc, quand on rencontrait des personnes qui connaissaient ce monde, c'était un petit peu retour à notre enfance. Et du coup, ça nous faisait du bien que quelqu'un connaisse les mêmes références. Donc, c'est triste. Mais pour l'instant, en Pologne, c'est pas encore développé, mais ça se développe. Et c'est pour ça aussi que Roszyński, il était très, très content qu'il y ait des Polonais qui soient aussi fans, quoi. Et de votre enfance, qu'est-ce qui vous touche en premier dans Torgal? Quel album, quel personnage? Quels sont vos premiers souvenirs avec cet univers? Deux choses. D'abord, la première fois, bien sûr tout le monde de Torgal, mais la première fois quand j'ai vu Chris de Valnor dans Les Archers, merci. Dans Les Archers, je suis tombée amoureuse d'elle. C'était une guerrière, c'était une femme qui arrivait à faire de l'arc, comme Torgal. J'ai dit ouais, c'est super, elle est incroyable. Et j'ai bien aimé aussi après. En fait, c'est ce personnage qui m'a inspirée. Une femme qui est forte, qui peut même être plus forte que Torgal, que le personnage principal de toute la série. Et après des années, j'ai remarqué que les gens, ils aimaient bien aussi Chris de Valnor, même si elle, c'est un personnage négatif, méchant. Mais ce caractère, elle était bien dessinée aussi. Je ne sais pas si vous connaissez cet album, c'est les Archers.
elle est magnifique là-bas, avec sa petite tunique rouge. Et je crois que j'avais 8 ans, 7 ans, je suis tombée amoureuse d'elle, tout de suite. Maï, vous, est-ce que vous aviez au même moment, est-ce que vous avez rencontré aussi la série, ou est-ce que c'est Julia qui était vraiment celle qui vous a donné envie après de faire le film? Oui, Julia, c'est une petite guerrière en fait, c'est une vraie guerrière. Donc c'est Julia 100% qui... En fait, c'était aussi, c'est il y a longtemps, il n'y avait pas encore de film avec des filles guerrières quand on a commencé. C'était donc à l'époque, je me suis dit mais oui, mais c'est cool de faire des filles guerrières, quoi. Pourquoi c'est que les garçons? Donc oui, c'était en fait Julia qui rêvait depuis toujours de faire des petites filles, des guerrières, voilà. Et on sait que depuis, une série a été consacrée à Chris de Valnor par Yves Sant et Giulio De Vita. Est-ce que vous vous êtes inspiré de ce qui s'était fait à ce moment-là dans cette série, ou est-ce que au contraire, c'est vraiment ce personnage des Archères et de l'album qui vous a, Le Maître de la Montagne, qui vous ont inspiré, et pas du tout ces nouveaux épisodes? C'est une question, elle n'est pas facile cette question, parce que quand on a commencé à faire le film, la série Chris de Valnor, elle venait de venir. Alors, elle n'était pas encore en Pologne. Elle est venue après. Mais c'est vrai que la plus grande inspiration, c'est le scénario de Van Hamme, qui est un sujet qu'on adore avec Maï. C'est un sujet de passage avec le temps. Oui, et puis aussi, ce qui me touche, et c'est aussi mon enfance, c'est le dessin de Rosinski. Je suis vraiment fan des premiers albums de Rosinski et de son dessin. On va pouvoir rester sur cette idée des scénarios de Van Hamme et avancer vers le film. La question que je voulais vous poser, c'est justement, qu'est-ce que... Donc, Van Hamme est un auteur belge. Qu'est-ce qu'il y a de polonais dans votre film, dans un univers qui a été imaginé par un Belge? Qu'est-ce que vous avez ramené de polonais dans l'univers de Torgal, dans le film? La forêt, en gros. C'est pour ça aussi que c'est l'impératrice des forêts. Et en fait, ce qui nous a inspiré, c'est aussi le dessin de Roshinsky. Et aussi, ce qu'on voulait montrer, et on s'est dit que ça serait bien de montrer au monde aussi, c'est l'ancienne culture slave, on dit comme ça, slavique, slave, qui est incroyable, la mythologie slave qu'on ne connaît pas en fait, qui est incroyable, comme on connaît la mythologie nordique, celtique. Et la mythologie slave est aussi incroyable. Alors on a commencé aussi à toucher à ce sujet-là, à montrer que dans ce monde, dans le monde slave, on a aussi une mythologie magique. Et on a commencé à le mettre dans ce film. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce film, cette langue que vous avez entendue, c'est pas le polonais. C'est une langue inventée pour le film. On s'imaginait que dans le monde de Torgal, c'est aussi un monde où il faut le créer de tous les débuts. Et maintenant, je le vois, moi, quand j'arrive pas à parler en français, que la langue détermine vraiment la culture où on est. C'est pour ça qu'on a inventé, on ne sait même pas qu'on a inventé, c'est qu'on a refait une langue qui n'existe plus, mais qui était il y a longtemps. Et ce travail a fait notre amie, on ne la connaissait pas, mais elle est venue au moment qu'on a commencé le projet, et elle a refait du guagolik. Je ne sais pas si vous connaissez je sais pas comment dire, ce dialecte, de guagolik, cette langue, une vieille langue qui n'existe plus. Et
cet héritage polonais, est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez travaillé dans les costumes de vos personnages? Est-ce que justement vous êtes allé chercher dans l'histoire de la Pologne pour pouvoir les habiller? On voit des petits trucs, des petits, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, très, très classique, très polonais dans le costume, mais on a aussi essayé quand même d'avoir des costumes de dessin de Rosinski. On a essayé de mixer les deux. Notamment sur la tenue de Christ. Tout à l'heure, vous parliez de la tenue emblématique, la combinaison qu'elle porte, la tunique qu'elle porte dans Les Archers. C'est celle-ci qui vous a inspiré plus particulièrement pour le film? Oui, c'est exactement. Vous voyez la boucle d'oreille, cette boucle d'oreille, c'est typique les boucles d'oreille slaves que les archéologues trouve. Bon, c'est pas archéologue, c'est une calque, mais c'est typique les boucles d'oreille des années. Voilà. Je vous en prie. Alors, sur le film, et puisqu'on parle de Chris de Valnor, parlons du personnage de Valdamena, qui crée un groupe de femmes guerrières. Est-ce que ce film était pour vous l'occasion de prendre une parole féministe? Est-ce que c'était assumé? Est-ce que c'était un objectif dans l'écriture d'être engagé pour la place des femmes à travers ce monde fantastique? Je suis désolée pour mon français. Normalement, je sais parler bien, mais pas en français, mais j'essaye. La question au sujet du féminisme, nous sommes de Pologne et c'est une bonne question pour nous parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, je ne crois pas. On a beaucoup de problèmes avec les droits de femmes. Et ça fait des années qu'on essaye de changer le rôle des femmes dans la politique en Pologne. Et ça se voit aussi dans les films. Les Polonais aussi font des films où ils essayent de mettre la femme en même valeur que l'homme et aussi des droits des femmes. Et maintenant, là, ce film, ce film, en fait, ce n'était pas encore le moment où on avait des grands problèmes, parce que les grands problèmes ils sont venus. Mais c'est un film où on voulait montrer, parce qu'à chaque fois qu'on voyait un film de costumes, des vieux films, pas des vieux films, mais des films de costumes, fantasy, c'était plutôt les hommes qui étaient guerriers, c'était la femme qui était le personnage qui fait bouger notre personnage homme, par l'amour, par la vengeance. Et on a fait l'inverse. On a fait exactement le même schéma, mais on l'a inversé. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dervan, il a une scène de bataille, mais quand même, c'est lui qui fait que il y a la maison et il fait la cuisine. Mais aussi la vérité, la vérité, c'est un petit peu la vie. C'est que Julia, elle a une école de danse et de guerrière. Et du coup, on avait beaucoup plus de femmes qui savent se battre. Et c'est pour ça, en fait, aussi qu'il y a beaucoup de femmes dans ce film, parce que c'était beaucoup plus facile. Oui, j'ai beaucoup de copines. J'ai beaucoup plus de copines que de copains. Mais j'ai un mari. C'est pas que... c'est pas que non, mais... Puisque on ne l'a pas précisé, mais Julia, vous êtes donc sportive, vous pratiquez les arts martiaux, vous êtes même championne de France de Kung Fu, si je ne me trompe pas. Oui, et Maï aussi. Ce qui vous a permis l'une et l'autre d'avoir l'ensemble de ces actrices donc à vos côtés, c'est pour ça, à travers une école d'arts martiaux. Oui, en Pologne, j'ai créé une école de danse et de combat. Et que pour les femmes, à l'époque. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de femmes guerrières qui arrivent à se battre, en fait. Séverine, puisque vous êtes avec nous sur la scène, on va vous confier le micro. 2 secondes. Vous qui, justement, êtes française, qui les avez vues regarder écrire, quel regard vous avez, justement, sur le propos qu'elles ont voulu tenir, sur la place de ce film
pour les femmes en Pologne. Comment vous voyez ça? Je pense que vous l'avez bien dit là-dessus. Il y a une place à travailler sur l'égalité homme-femme en Pologne. Et il y a eu la loi sur l'avortement qui a été abolie il y a quelque temps. Et les femmes sont descendues dans la rue. Et c'est les femmes qui ont fait changer le gouvernement en Pologne. Et ça, c'était il y a 2 semaines. Le changement, c'était il y a 2 semaines. Et les femmes sont sorties dans la rue il y a 2 ans. Donc, dans l'espace de 2 ans, il y a eu un grand changement en Pologne. Et moi, j'ai vu des changements aussi avec l'arrivée de la Pologne en Europe, mais aussi lorsque les femmes sont descendues dans la rue. Au-delà de ce premier sujet, le fond du livre, et vous avez eu envie de parler de magie, de mythologie, vous avez donc parlé aussi de science-fiction. Comment est-ce que vous avez construit cette idée de voyage temporel, de voyage dans le temps? C'est un sujet qui est très difficile pour beaucoup d'auteurs. Comment est-ce que vous avez imaginé le déroulé des scènes et comment les personnages allaient voyager dans le temps? En fait, c'était assez difficile parce que comme le scénario, on l'écrivait un petit peu par rapport à ce qu'on a, aux gens qui peuvent jouer et tout ça. Mais en fait, la base, c'était un petit peu le maître des montagnes, en fait. Et les passages dans le temps, aussi, on a dû faire un dessin énorme pour voir est-ce que tout va bien. Parce que c'est vrai que les passages dans le temps, c'est très difficile. Mais avec Julia, on adore les films avec des passages dans le temps, Retour vers le futur, tout ça. Quand on était petite, c'était notre rêve. Et aussi, pour nous, le cinéma, c'est aussi un voyage dans le temps. Notre film, c'est un voyage dans le temps parce que quand on voit une scène et on sait, par exemple, que dans cette scène, c'est 50 différences, le même acteur qui passe à droite, après on le voit à gauche en plan total, et puis c'est le même, mais 5 ans après. Là, on comprend que le cinéma, c'est vraiment une magie, quoi. Et c'est vraiment s'amuser avec le temps. Du coup, c'est pour ça que beaucoup de projets qu'on fait, ils ont cette notion de temps. Et même maintenant, le projet qu'on fait avec Séverine, on est très ému parce que les enfants avec qui on fait les projets aussi aiment ça. Et ils ont inventé un très très beau scénario avec des passages dans le temps. On est trop contente avec Julia. C'est pas des passages dans le temps. C'est un petit peu des passages. Oui, mais en fait, c'est monde similaire. Oui. Ouais, monde similaire. Et quand on regarde maintenant le film, on l'a fait il y a 10 ans, et c'est aussi un passage dans le temps pour nous de le regarder après 10 ans. Mais c'est vrai que ce que dit Maï, c'est que nous, on adore les mondes similaires. C'est dit ça, les mondes parallèles. Oh là là, mon français. Oui, le monde parallèle, en fait, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Je précise avant, Séverine, de vous passer la parole qu'en effet, donc, Julia et Maï étaient toute la semaine à Saint-Malo, en présence de jeunes, en effet, pour leur permettre de travailler sur du montage cinématographique. Voilà, cette journée n'est que aussi la conclusion de cette semaine ici. Séverine, vous voulez compléter ? Oui, c'est ça. En fait, Maï et Julia sont les marraines de l'édition de Tournée Jeunesse cette année, qui est composée de 13 participants jeunes malouins. Il y en a qui sont quelques-uns dans la salle. Et on est accompagné aussi de professionnels de Saint-Malo, du cinéma. Et donc, pendant 2 semaines, on écrit et on réalise un film. Et dans quelques temps, vous le verrez diffusé à Saint-Malo. Et je voulais juste ajouter pour les mondes, les passages dans le temps, dès le début de votre carrière, notre premier film qu'on a fait ensemble, Lucid Dream, on passait dans le monde d'à côté. Et en ce moment, vous êtes en écriture, vous avez écrit 3 scénarios, mais là, le dernier dont on parlait il y a quelques jours, il est aussi sur des mondes et un passage dans le temps, enfin plus un monde parallèle, quoi. Donc c'est intéressant, ça vous suit, ça vous suit. Et cette question du temps aussi, dans votre organisation, est-ce que vous pouvez nous dire quelles scènes ont été tournées en premier dans le film? Parce que souvent, on imagine qu'un film se tourne du début à la fin, mais par quoi est-ce que vous avez commencé et qu'est-ce que vous avez tourné en premier? Je vais faire une petite dégression parce que
je reviens avec le travail avec les enfants qu'on a maintenant, ils sont merveilleux, ils sont incroyables. C'est que on a fait exactement la même chose. On a commencé à faire le projet, ils ont écrit le scénario et on a commencé à filmer par la dernière scène pour qu'ils comprennent que le film, c'est jamais chronologique. Je suis vraiment fière des enfants. Je vois qu'il y a une personne ici de notre équipe. Mais en revenant à la question, c'est quoi la première scène qu'on a? C'est Chris de Valnor qui pêche le poisson. C'est ça, exact. Ah, moi, ça me transporte. Oh, ça fait longtemps. Ouais, j'étais jeune et belle. C'est marrant cette histoire du temps sur ce film, hein, parce que 10 ans, c'est beaucoup, et les acteurs, entre-temps, ils étaient vieux, hein, ils commençaient à vieillir. Et puis, des fois, ils arrivaient avec moins de cheveux, c'était pas très prévu. Plus de rides. Plus de rides, ça, c'était pas trop prévu pour eux. Et ce qu'il y a de marrant, je voulais juste passer la petite anecdote, c'est que la scène où on coupe le doigt, en fait, on a dû retourner encore cette scène-là avec le doigt et on ne savait plus quelle main on avait coupé. Donc, du coup, il y a Yvonne qui nous a dit « Ouais, c'est la main gauche. » Ouais, c'est ça. Et on s'est trompé, en fait. En fait, on s'est trompé. On a coupé le doigt de la main droite ce coup-ci. Donc, encore du travail pour Julia Bunjo avec la post-production. Parce qu'il y a eu beaucoup de travail en post-production. Julia, elle a vécu des nuits très intenses de post-production. Et du coup... Surtout que les ordinateurs, il y a 10 ans, c'était pas les mêmes. Et c'était lent, c'était très lent. Donc Julia, elle avait beaucoup de temps à attendre, de patience. Patience. Mais du coup, cette scène du doigt, on reparlera, mais c'est pas le seul. C'est pas la seule. On peut insister peut-être un petit peu sur cette scène, justement, puisqu'on a quelques jeunes gens dans la salle. Donc, on reparlera un peu plus tard de violence, mais cette scène, très concrètement, comment est-ce qu'elle est tournée? Parce qu'au cinéma, on ne coupe pas les doigts, pour de vrai. Donc, qu'est-ce qui a été coupé à ce moment-là? La scène avec le doigt. Mais comme j'ai fini les beaux-arts et je fais de la sculpture, je savais faire je ne sais pas comment on dit ça en français, en polonais c'est du silicone. Alors j'ai fait un doigt en silicone, je l'ai mis à l'actrice et puis elle a coupé un doigt silicone. Parce qu'elle-même avait un doigt, un doigt manquant naturellement? Ah non, elle l'a plié. Elle a fait comme ça. On lui a accroché. Je manque d'imagination. Je ne fais pas du cinéma. Pour parler encore un peu de la création du film et de vos expériences à chacune, Julia, est-ce que votre expérience de chorégraphe, de guerrière, de pratiquant d'arts martiaux, a influé sur votre travail de réalisatrice dans ce film? Est-ce que ça avait un impact de savoir mettre en scène une chorégraphie, mettre en scène des acteurs? Que vous pouvez Oui, bien sûr. On s'est dit qu'on le ferait très sereinement. Le fait de mettre en scène un spectacle, est-ce que c'est la même chose que de mettre en scène les acteurs dans le film? Est-ce que pour vous, c'est le même travail? Non, c'est pas le même travail. C'est quelque chose de différent. Et le travail avec la caméra, c'est différent du travail sur scène théâtre. Mais d'un autre côté, la scène théâtre nous aide à inventer le tout pour après rentrer avec la caméra dedans. Ça fait que c'est bien que mes amis connaissaient la chorégraphie de combat et au moment qu'on la mettait sur scène et on rentrait avec la caméra, c'était beaucoup plus facile de travailler, bien sûr. Vous prépariez avec les acteurs les déplacements, avant de tourner, il y avait tout un travail comme ça de préparation? Oui, avant de tourner, il y avait toute une préparation de chorégraphie. Il y avait des accidents dans les combats au début. Mais après avoir répété plein de fois, on rentrait sur le plateau et bang, ça le faisait vite.
Peut-être que tu peux dire aussi, lorsque vous faites des scènes de combat avec ton école, filmées, combien de temps ça prend? Ou par exemple, pendant Crise de Val-Nord, la scène de combat, vous avez fait appel à des professionnels pour le combat, et combien de temps ils ont répété ensemble avant de pouvoir tourner? La scène où les hommes ils se battent, on a l'acteur principal, c'est-à-dire le Dervan, et ben, il bougeait jamais, il savait pas, il dansait pas, il faisait pas du combat. Ça fait que des amis qu'on connaît des arts martiaux, ils sont venus et puis ils ont travaillé avec lui avant pendant quelques mois, une fois par semaine, pour l'apprendre à se battre. Et après, quand ils sont venus après un mois de travail, on a fait la scène. Mais c'était un mois de répétition de combat. Concernant les combats, vous proposez plusieurs scènes. Il y a notamment dans celle dont on vient de parler, l'affrontement entre Dervan et les brigands. Il y a aussi celle où Valdamena et ses guerrières tuent un à un les hommes. Pourtant, il n'y a que celle-là qui vous montre du sang, qui montre une violence plus graphique. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de montrer le plus réaliste dans un monde de fumée, dans un monde de rêve? Pourquoi la violence la plus forte a été dans ce monde magique, dans ce monde blanc, plutôt que dans la vraie vie? C'est un peu pour peut-être une vengeance, c'est toujours cruel. Et on voulait montrer ça plus comme un symbole de quelque chose de très mauvais. Et le fait de ne pas le montrer trop réaliste, ça montre en fait un petit peu une idée de quelque chose de mauvais, que en fait quelque chose de très réel. Donc c'était un petit peu entre guillemets quoi, une scène. Cette scène, je vous propose que en régie, qu'on puisse passer un extrait que Julia et Maï nous ont proposé, un extrait du making of. Donc, est-ce que vous voulez nous les commenter, peut-être ces images l'une ou l'autre? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais derrière, il y a, on voit que c'est une salle de gym, parce qu'on n'avait aucun soutien financier. Alors, et tout le green box, on le faisait dans une salle de gym, dans l'école où ma grand-mère était directrice. Notre grand-mère. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce qu'on parlait de la violence tout à l'heure, on parlait des images violentes. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? On commence à le voir un peu. Comment sont portés les coups au cinéma, et dans cette scène-là tout particulièrement? C'est de l'illusion, tout est de l'illusion, et c'est ça qu'on aime bien aussi avec Julia, c'est inventer comment faire pour qu'on ait l'impression que c'est vrai, mais que c'est pas vrai. Donc le coup n'est jamais vrai, ils ont jamais mal, il n'y a jamais de sang. Et il y a plein de petites astuces pour faire que, par exemple, les acteurs, ils sont loin et ils font que semblant d'avoir mal. Ils n'ont pas mal, ils n'ont jamais mal, en fait. Les armes que vous utilisez sont des armes factices, en métal, en plastique. Comment est-ce qu'on pratique cet exercice-là? Maintenant, quand je travaille avec les étudiants, parce que je suis maintenant prof dans une école de film, et j'apprends aux jeunes acteurs de faire des combats pour le cinéma. Et au début, on commence à travailler toujours avec des armes qui sont mous. C'est même pas du bois, c'est encore plus mou que le bois. Parce que c'est très important de comprendre c'est quoi cette matière. Après avoir fait les exercices, on met le bois. Mais on essaye toujours d'avoir le bois qui ressemble à une arme pas en bois, parce que c'est vraiment dangereux. On peut faire sans faire exprès, même si on a fait 1000 fois la chorégraphie, c'est super dangereux de faire des
des scènes de combat. Ici, on voit des armes qui sont en bois et on ne voit pas qu'ils sont en bois. Mais par exemple là, la fille que vous allez voir maintenant, à ce moment-là, c'est une vraie arme, des arts martiaux chinois, du Wushu. Et des fois, on n'avait pas l'argent pour avoir tout en bois. Et des fois, on chopait les armes de notre père, parce que notre père, c'est un maître de Kung Fu Wushu. Alors, il y a beaucoup d'armes d'Asie ici. Et on peut peut-être continuer de profiter de cette scène d'effets spéciaux pour justement aborder ce sujet tout particulier aussi. Donc là, on a parlé de mise en scène, d'illusion. Les effets de sang, comment est-ce qu'ils se traduisent à l'écran? Comment est-ce que vous créez ces effets de sang qui, apparemment, sur fond vert, ne sont pas là? En fait, Julia, comme elle a fini les beaux-arts, c'est une petite peintre. Et tout est peint, c'est de la peinture en fait. Tout ça c'est peint, mais c'est peint dans l'ordinateur, pas sur place, quoi. Donc c'est tout de la peinture, c'est en fait c'est des images peintes mais en motion, en mouvement. Très bien. Je vous propose de repasser sur la présentation principale. Est-ce que vous avez envisagé une fin heureuse pour Moïmira, ou bien est-ce que le personnage était devenu trop mauvais pour avoir le droit à ce que ça se finisse bien pour elle, puisque ici elle meurt abattue par celui qu'elle a aimé? Moïmira, c'est un personnage tragique, et tous les personnages tragiques, ils finissent tragiquement. Donc elle n'avait pas le choix, elle devait finir comme ça. Désolée, c'est comme ça. Pour terminer tranquillement cette rencontre, est-ce qu'il y avait quelques questions que vous auriez voulu poser à nos réalisatrices? Est-ce que le micro peut passer? Ou peut-être nous exprimer ce que vous avez ressenti de cette proposition? Comment vous avez apprécié ce film que nous avons présenté ce soir? Oui, devant, on a monsieur. Oui, bonsoir. J'ai une question, alors c'est un peu anecdotique, mais il y a un plan où on s'est filmé du ciel et on voit la caméra qui descend au niveau du sol de la guerrière. Et comme c'était il y a 10 ans, je voulais savoir comment c'était fait. Est-ce qu'il y avait déjà des drones? Non, il n'y avait pas de drone. En fait, ce qu'il y a, c'était on a construit une grue. Donc, en fait, c'est une grue qui a été construite en aluminium. En fait, c'était une grue construite exprès. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas de drone. Donc, tous les plans, c'est des plans de grue en fait qu'on a construits en fait ensemble. C'est Maï qui a construit, parce que je ne sais pas si vous savez, mais nos métiers, c'est des autres métiers. Maï, elle est architecte. Elle, en Pologne, elle a une boîte une entreprise qui fait des bâtiments énormes. Mais aussi, comme elle est ingénieure, elle a inventé une grue pour qu'on puisse faire des films. Elle a fait en aluminium, mais elle a fait aussi, c'était les années où on était étudiante, le moins cher possible. Ah, et je me rappelle, la longueur de la grue, c'était la longueur de son appartement, pic, du couloir jusqu'à la salle à manger, hop, et c'est la longueur. Si Maï aurait un appartement plus grand, la grue, elle serait beaucoup plus grande en fait. Ça, je m'en rappelle. Donc vous voyez bien toute la difficulté, toute la débrouillardise qu'il faut pour créer un film en école d'étudiants, en école de cinéma, pardon. Est-ce qu'il y avait une autre question? Alors, attendez, hop, on va vous capter le son, monsieur, on va vous écouter et vous entendre. Donc c'était très chouette, vraiment. Mais qu'est-ce que vous avez fait d'autre depuis? Parce que vous avez des métiers, mais vous êtes quand même dans le cinéma apparemment. En fait, on aime beaucoup les vieilles cultures et on s'est
parce qu'en Pologne, comme Julia l'a déjà dit, on n'a pas encore découvert la culture slave. Il y a de la mythologie que personne ne connaît dans le monde. Et même les Polonais, ils ne la connaissent pas trop. Du coup, nous, on creuse maintenant. Et on a fait un film sur les naïades. Et c'est très joli, c'est une mythologie des forêts polonaises. Donc là, on s'est concentré sur ça. On a fait un film qui a aussi beaucoup voyagé dans le monde. Là, on a un scénario long métrage aussi avec la même thématique. On a fait on a fait aussi un film magique sur des carottes bleues. En fait, on s'amuse. Là, on va faire un film en coproduction franco-polonaise, un long métrage, peut-être avec Saint-Malo, qui sait, avec Séverine. Et voilà. Oui, je sais pas si on. Ce qui s'est passé, c'est que on commence un petit peu à changer aussi notre façon de travailler. Ce n'est plus cette histoire-là que sans argent on commence à faire un film, c'est plus possible. On est un petit peu trop âgé pour ça. C'est pour ça que maintenant on commence à faire du cinéma professionnel. Ça prend beaucoup plus de temps. C'est pas une ouais les copines on y va, on prend la caméra, on fait le film. Ça y est, c'est fini. Ça, on était étudiante. Mais oui, mais on a fait des films, on les fait toujours. Moi, par exemple, avec Maë aussi, on aime bien faire des vidéoclips, on dit comme ça, des vidéoclips en Pologne parce que c'est quelque chose de très artistique. Ça nous donne la permission d'avoir 100% la vision qu'on veut au moment quand c'est court. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et vous filmez aussi régulièrement les spectacles de votre école de danse ou d'arts martiaux, le spectacle avec les éventails de guerre, par exemple? Oui, on a on filme aussi des spectacles, les spectacles. Parce que Julia, elle est aussi réalisatrice de spectacles, c'est aussi un domaine très important. Je crois que suite au film de Torgal, il y a eu pas mal de petits courts-métrages. Agnosia en français, je ne sais plus. Agnosia, Podszepte et Świeciszanka aussi. Il y a eu pas mal de films courts-métrages. Et entre courts-métrages, il y a aussi tous les clips. Et, ouais. Et en plus donc de multiples activités dans votre quotidien. Merci à toutes les trois, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir amené ce film. Merci à Quai des Bulles, merci à la technique pour l'accompagnement ce soir et merci à vous toutes et tous d'être avec nous sur ce week-end. Merci beaucoup. Merci.